Bonjour, bienvenue dans Question d'éthique. Nous nous retrouvons aujourd'hui à nouveau pour un débat, le dernier de cette semaine, sur la santé publique. Et nous allons parler d'un sujet un peu explosif, le coût de la santé et la sécurité sociale. Alors, pour mener ce débat, j'ai invité Simone Di Nicola. Simone Di Nicola, vous êtes directrice adjointe de l'hôpital de Martigues. Vous êtes aussi secrétaire générale de la MNH, qui est la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de santé et du social. Et vous êtes vice-présidente de l'Union régionale de la mutualité française en région PACA et naturellement chargée de la prévention. À côté de vous, Pierre Lecause. Pierre Lecause est philosophe, professeur agrégé de philosophie. Vous êtes maître de conférences à la faculté de médecine de Marseille. Vous enseignez l'éthique médicale. Vous êtes aussi le directeur de la rédaction du magazine Forum, qui est le magazine de l'espace éthique méditerranéen. Et vous venez de sortir un ouvrage chez Vuibert, Le médecin et la mort, que je présente ici, et qui est un ouvrage qui parle de ce sujet d'un point de vue éthique et philosophique, naturellement. Je vous le conseille. En face de vous, Jean-Louis Sanmarco. Jean-Louis Sanmarco est praticien hospitalier, professeur de santé publique à la faculté de médecine de Marseille. Vous êtes le président de l'INPES, l'INPES, qui est l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Vous êtes aussi le président du CODES, qui est une institution similaire en région, et également de la conférence régionale de santé. Jean-Robert Harlet, à l'autre bout de la table, est praticien hospitalier, chef de service de médecine interne à l'hôpital de la Conception à Marseille. Vous êtes professeur de sémiologie à la faculté de médecine de Marseille, responsable d'organisation des enseignements de 3e cycle, et vous venez d'être élu vice-doyen de la faculté de médecine de Marseille. Vous êtes membre de l'espace éthique méditerranéen. Alors, parlons tout de suite du coût de la santé et de la sécurité sociale. Donc, peut-être pour commencer, Pierre Lecause, est-ce que économie et santé, ça va vraiment ensemble? On voudrait dire non. On voudrait dire que l'économie n'a rien à voir avec la santé et on a coutume de répéter parfois que le médecin n'est pas un comptable ou que la santé n'a pas de prix. Et nous avons d'ailleurs des exemples concrets de prise en charge très onéreuses, même pour des patients âgés, ou même on peut citer le cas de la greffe d'organes qui n'est absolument pas rentable au vu des prix exorbitants que nécessite la transplantation d'un point de vue économique, naturellement. On a aussi le cas récent de ces performances tout à fait spectaculaires comme la greffe du visage. Pour la souffrance d'un individu, nous allons mobiliser des fonds et des ressources humaines tout à fait considérables. Donc ça, c'est peut-être un premier point à préciser, c'est qu'en France, du moins, nous sommes attachés à l'idée que la santé des populations ne doit pas être trop tributaire de préoccupations étroitement économiques. Une espèce de générosité nationale? C'est une sorte d'idéal de fraternité que nous voyons inscrite au fronton de notre République, liberté, égalité, fraternité. On l'appelle plus fraternité aujourd'hui, mais on parle de solidarité. Alors maintenant, il y a la réalité qui s'impose à nous en face de cet idéal de générosité. Et cette réalité, elle est que si nous ne prenons pas en compte le prix des nouvelles thérapeutiques, les nouvelles molécules, les progrès dans la prise en charge du cancer se soldent aussi par des coûts toujours plus élevés. Et donc, il faut bien, c'est une préoccupation réellement d'ordre éthique, il faut bien prendre en considération la question du coût des médicaments. Et quand un médecin remplit une ordonnance parce qu'il sait que le patient considère que c'est un bon médecin, exclusivement s'il a bien rempli toute l'ordonnance, il commet une faute éthique. Bon, mais est-ce que la santé, Pierre Lecause, est un bien comme un autre, finalement? Est-ce que c'est un bien qu'on peut consommer comme un autre? La question ne se posait pas jadis. Les stoïciens considéraient, par exemple, que la santé relevait de ce qui ne dépend pas de nous, comme la météo. Et ici, je crois que la médecine a été victime de son succès, progressivement, du fait de l'efficacité des thérapeutiques depuis quelques décennies. On a vu se développer une conception du corps comme étant ce qui est notre propriété. Et du coup, parfois, nous avons le sentiment que, oui, la santé est un bien, notre corps, une machine, et que le médecin doit être en mesure de la réparer, et que s'il ne sait pas la réparer, c'est vers lui qu'il faut chercher des responsabilités. Moi, je ne pense pas que la santé soit un bien comme un autre, ne serait-ce que parce qu'elle est
tout de même tributaire de dispositions naturelles et hasardeuses. On le voit avec les maladies génétiques. Nous ne sommes pas à égalité en présence de la santé. Les hommes ne peuvent pas revendiquer une longévité telle que les femmes. Nous ne sommes pas à égalité sur ce plan-là. Les femmes prennent leur revanche par rapport à nous. Aussi que d'un pays à l'autre, il y a aussi de très grandes disparités, malheureusement, d'un point de vue social. Donc, c'est vraiment pas, comment dire, la même chose pour tout le monde. Hein. C'est très clair. Alors, peut-être on peut... Juste un mot, Jean-Louis Saint-Marco, oui, parce que vous avez posé 2 questions à Pierre Lecause et il a parfaitement répondu aux 2. Dans le premier cas, vous lui posez la question de la santé et de l'économie et vous parliez l'un et l'autre de soins. Dans le deuxième cas, vous lui parliez de la santé et vous parliez de santé. Et vous utilisez les 2 mots de façon synonyme. Et je crois qu'il faut s'interdire et savoir qu'il y a les soins qui sont un problème et la santé qui est un résultat. Ok, merci pour cette précision, Jean-Louis Saint-Marco. Mais justement, puisque nous sommes en train de faire des précisions, vous allez nous dire un peu comment sont consommés les soins, cette fois-ci, pas la santé, et par qui? Alors, il y a une mesure qui est difficile à faire parce que c'est difficile d'établir des prix. Et certes, il y a une économie de la santé, mais il est très difficile d'établir des règles qui créent les prix. Les prix en régime libéraux sont calculés entre la demande et l'offre. Ici, c'est quelque chose qui est hors marché, par définition, et c'est très difficile à gérer. Alors, on essaye de voir ce qui est dépensé dans le cadre de la santé, et il y a 3 ordres de dépenses. Il y a d'une part des soins, qui sont d'abord, au point de vue des coûts, distribués à l'hôpital. L'hôpital coûte à peu près la moitié des soins dépensés. Le reste étant dépensé en ambulatoire. Ambulatoire, c'est-à-dire ? Ambulatoire, c'est-à-dire en ville, que ce soit de la médecine spécialisée ou générale, mais faite en ville, en dehors de structures hospitalières, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées. D'accord. La deuxième chose, il y a des biens. Je porte des lunettes, je pourrais avoir besoin d'un appareil dentaire, d'un fauteuil roulant, etc. C'est une dépense beaucoup moins importante, mais c'est une dépense, heureusement qu'elle existe et qu'il y a un certain nombre de dépenses. Et puis il y a une troisième chose, ce sont des prestations. Lorsque je suis en arrêt de travail, il faut bien que il y a quelqu'un qui prend en charge mes ressources et qui remplace ce que je ne gagne plus pour les prendre en charge. Donc il y a ces 3 choses, des soins, des biens et des prestations. Alors, qui consomme ça ? Voilà. Qui les consomme ? C'est la population. Alors là-dedans, et la répartition est totalement inégalitaire, et heureusement inégalitaire. Et c'est la base de la socialisation des dépenses, parce qu'un certain nombre de gens, une minorité, dépensent la majorité des frais. En gros, je vais dire des chiffres, mais en gros, 10% de la population consomme 80% des frais. Mais ce sont ceux qui en ont besoin. Ce sont les malades, les handicapés, les vieux qui sont en plus malades et handicapés et qui sont bien entendu les plus chers. Et il y a donc des gens qui vont coûter très cher et d'autres qui vont pratiquement ne rien dépenser. Et c'est le principe de la socialisation, de la sécurité sociale qui met en commun les dépenses. Personne d'entre nous, personne ne serait capable de prendre en charge la greffe cardiaque dont parlait Pierre Lecause tout à l'heure, parce que ça coûte tellement cher que si j'étais même la première richesse au monde, j'exploserais. Et la seule façon de pouvoir faire cette greffe, à qui que ce soit, c'est que nous participions tous à cette dépense pour permettre à celui d'entre nous qui en a besoin de faire cette dépense qui serait insupportable à un individu unique. Okay. Donc, inégalité de base. Oui, je crois que c'est très clair. Mais justement, cette solidarité nationale qui fait que, quelque part, tout est mutualisé. Alors, quelles sont les ressources, justement, dont dispose, et cette fois-ci, la santé, et comment sont-elles réparties ? Tout ceci est géré par la sécurité sociale. Et excusez-moi, je vais faire le professeur, donc je vais être ennuyeux. Allez-y, nous sommes des élèves, nous sommes prêts à vous la écouter. sécurité sociale est gérée dans un régime privé, et il y a 3 caisses différentes. Pourquoi vous dites dans un régime privé ? Parce qu'il est important. La plupart des gens croient que ça relève du régime public, puisque c'est décidé par l'État. Voilà. Alors que c'est un régime géré sur un plan privé. C'est-à-dire associatif, c'est ça. Quasiment. Enfin, okay. Donc c'est privé, pas associatif. Privé seulement, comme un commercial, par exemple. Privé. 3 caisses. L'énorme majorité de la population est dans le régime général, fonctionnaires compris. Je dis fonctionnaires parce qu'au départ, le régime général était celui des salariés du privé. Ensuite, se sont associés l'ensemble des salariés, et c'est la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, qui représente l'énorme majorité. Deuxième groupe, l'agricole. Troisième groupe, ceux que dans le jargon de la sécurité sociale on appelle les non-noms, parce qu'ils ne font partie ni du premier ni du deuxième, les artisans et les commerçants. Et ces 3 caisses sont indépendantes, mais
je vous parlais d'inégalité tout à l'heure, il y aura péréquation pour essayer ensuite de répartir les bénéfices et les trous. Chacune de ces 3 caisses gère ce que nous appelons dans notre jargon 3 risques. Le soin, la vieillesse et la maternité. Or, ces 3 dépenses, là aussi, sont inégalement réparties. Et il va de soi que le soin coûte le plus cher et de plus en plus cher, que la vieillesse coûte cher et de plus en plus cher. On n'a pas impunément beaucoup de vieux sans que ça coûte à la communauté. Et la maternité a une dépense que nous espérons chaque fois stable au moins parce que nous continuons à avoir une des plus grosses taux de natalité en Europe. Mais vous voyez que cette cadre, 3 caisses, 3 risques, ça fait 9 cases avec des niveaux de dépenses qui sont très irréguliers. Et c'est l'ensemble de la sécurité sociale, de ces 9 caisses différentes, qui est en déficit, et avec le déficit qu'on nous annonce généralement autour de 10 ou 11 millions d'euros chaque année. Or, il y a une tendance, une forte poussée pour qu'on dise « pourquoi est-ce que je paierai pour le voisin ?» Et étant donné qu'actuellement, ce sont les vieux qui coûtent le plus cher et qui vont coûter le plus cher, et parmi les vieux, ceux des non-noms, qui sont... Appelez-les plus les non-noms, parce que c'est vraiment très négatif, c'est un peu choquant ce terme. Dites les commerçants et les artisans. Pourquoi vous ne dites pas ça? C'est très honorable. Par souci de raccourci. Mais si je voulais dire cela pour montrer à quel point les commerçants et les artisans, peu nombreux, population vieillissante, entrés dans le système le plus tard, donc avec moins de cotisations que les autres, sont ceux qui dépensent le plus, pour lesquels nous dépensons le plus. Et la tentation serait que le salarié du privé qui est en bonne santé se dise « mais pourquoi est-ce que je paye pour des gens qui ne sont pas de mon groupe, pas de ma caisse ?» Et la solution, ce serait de se faire sa petite caisse, chacun dans son coin, et d'exploser ce système de la sécurité sociale, dont on peut dire du mal quant à sa gestion, mais qui a une qualité essentielle, c'est qu'il est un élément de tissu social extraordinairement puissant. Et si on arrivait à séparer ces caisses, ce serait peut-être bien pour le régime général, par exemple, pour l'instant, mais sur le plan de la structure sociale de notre pays, ce serait une catastrophe effroyable. D'accord, donc ce que vous nous dites là, c'est un petit peu, comment dirais-je, un petit peu explosif, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que vous dites finalement que si on coupait une partie de la caisse, des caisses de sécurité sociale, on pourrait arriver à retrouver l'équilibre, mais qu'il ne faut pas le faire, surtout pas le faire. Pour certains, il y en aurait qui retrouveraient l'équilibre et d'autres qui ne pourraient plus se soigner. Le vieux commerçant, le vieil artisan ne serait plus soigné. Si c'est ce que nous voulons, qu'on le dise. Mais il faut le dire. Et il faut qu'on ne dise pas on va faire des économies de cette façon-là. On dit on casse une structure qui est un élément fondamental du tissu social français et on n'en veut plus. Si on n'en veut plus, qu'on le dise. Mais c'est de ça qu'il s'agit et pas simplement de faire des économies. Ok, donc ces propos qui, comment dirais-je, nous mettent vraiment dans le cœur du sujet. Je voudrais quand même malgré tout me retourner vers Jean-Robert Harlet pour lui demander quelle est la cause, vous qui êtes médecin de médecine interne, quelle est la cause de l'augmentation des coûts de santé? Est-ce qu'on peut, à votre avis, maîtriser l'augmentation des coûts de santé? Alors d'abord, les causes d'augmentation des coûts de santé, les uns et les autres en ont déjà parlé dans cet entretien, sont de 2 ordres. D'une part, nous avons à soigner des gens qui de plus en plus fréquemment le sont dans le cadre de l'hospitalisation, qui est un facteur de coût considérable en comparaison des soins réalisés en proximité à domicile, en ambulatoire, et ces soins hospitaliers se multiplient à mesure et augmentent quant à leur nombre, quant à leur durée, à mesure que l'on augmente en âge, et ce de façon parfaitement linéaire. Plus on est âgé, plus on va souvent être hospitalisé, et plus souvent l'hospitalisation va être longue. Donc ça coûte cher. Il est tout à fait clair que ça coûte de plus en plus cher. Et la technologie? Alors, la technologie, et en particulier, je vais envie de prendre un exemple, les nouveaux médicaments, parce qu'on les voit se développer peut-être en nombre limité, mais quant à leur imputation dans le budget du médicament, ils représentent un coût considérable. Il faut savoir que des médicaments permettent de faire des sauts en avant considérables dans des maladies qui jusqu'alors étaient parfaitement mortelles très rapidement. Ces médicaments
ont des coûts que vous n'imaginez pas. On en est à des coûts de l'ordre de 150 000 à 200 000 euros par an pour un médicament donné par la bouche pour un patient. Pour un malade qui, jusqu'alors, avait la bonne idée de mourir dans les 2 années qui suivaient son diagnostic. Et donc, non seulement il coûte parce que ce médicament est nouveau et très cher, et en plus, puisqu'il va vivre, rendez-vous compte, il va coûter encore plus cher. Donc, nous voilà dans une spirale de laquelle il est bien difficile de sortir. Alors, de quelle façon limiter cela? Il est clair que limiter le nombre d'hospitalisations, en particulier dans le maximum de situations possibles, est très important. Et on parlait des réseaux de soins dans une semaine précédente. Il est clair que limiter l'hospitalisation permet de limiter des coûts. On parlait des personnes âgées qui, le plus possible, doivent pouvoir rester à domicile, car, encore une fois, ils ont souvent peu besoin de l'hospitalisation. Et en plus, l'hospitalisation est quelque chose de rester à domicile et être soigné. Exactement. Ça, c'est une première chose. D'autre part, effectivement, on est par exemple, et on est souvent très choqué de lire que tel ou tel médicament se retrouve déremboursé par nos caisses de sécurité sociale parce qu'ils ont un niveau d'activité qui paraît moindre que certains nouveaux médicaments qui sont apparus sur le marché et qui sont beaucoup plus chers. Il est vrai que on a, par exemple, dans le Vidal, qui est notre dictionnaire des médicaments, on a 11 000 spécialités, parmi lesquelles on peut globalement dire que très probablement à peu près 3 000 sont certainement à garder. Pour le reste, beaucoup de ces médicaments ou des associations pourraient être évités. Et à ce titre, on peut faire des économies sur les médicaments. Beaucoup de travail pour la Commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé, si je comprends bien. Absolument. Alors, ce sont des pistes, je ne crois pas que ce soit les seules, mais enfin, voilà pour vous donner quelques éléments de cette spirale un peu infernale de surcoût de la santé, et puis, effectivement, d'un autre côté, laisser, pas désespérer, je crois qu'il faut au contraire espérer d'y arriver petit à petit, mais de juguler ces augmentations du coût de la santé. Alors, Simone et Nicolas, parlez-nous un peu de la part de dépenses de santé qui est couverte par les mutuelles. Alors, les mutuelles prennent en charge la part complémentaire de santé de leurs adhérents. La principale dépense est la prise en charge de la part restante aux adhérents. Ce qu'il faut dire, c'est qu'actuellement, du fait du déficit de la sécurité sociale, c'est que cette part est de plus en plus importante. Et que, afin de payer donc toutes ces prestations, qui deviennent de plus en plus importantes, il faut augmenter nos cotisations. Et le problème, c'est que, en fait, si les cotisations deviennent beaucoup trop importantes, les adhérents, les potentiels, ne pourront plus se payer une complémentaire santé. Donc, cette part de dépenses de santé qui augmente devient un réel problème pour les mutuelles. Donc, si je comprends bien, le danger n'est pas seulement pour la sécurité sociale de risquer d'avoir à faire face à une explosion que décrivait tout à l'heure Jean-Louis Sammarco, mais également pour les compagnies mutuelles qui, elles aussi, finalement, risquent d'imploser, si je puis dire, à cause de ces coûts grandissants tout le temps. Tout à fait, parce que les cotisations, il faut qu'elles soient acceptables, parce qu'on se rend compte de plus en plus que des personnes, même des personnels hospitaliers même, ne peuvent plus se payer la mutuelle parce qu'elle devient trop chère. Alors, Jean-Louis Sammarco, comment est-ce que la sécurité sociale est gérée et par qui, finalement, pour qu'on ait tous ces problèmes? Enfin, les problèmes ne viennent pas forcément de la gestion, d'ailleurs. Pas forcément, et même c'est assez miraculeux. Parce qu'il faut savoir que le budget global de la sécurité sociale représente 1/3 de plus que le budget de la nation. C'est une somme considérable. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Je veux dire donc on est en inflation perpétuelle? Pas du tout. Je dis simplement que les dépenses gérées dans le cadre de la sécurité sociale représentent 30% de plus que ce que est géré par le budget de la nation. Les cotisations sociales représentent 1/3 de plus que les cotisations qui sont levées par l'impôt direct ou indirect. C'est ça. Donc, vous voulez dire, les cotisations sociales, c'est 1/3 de plus que l'impôt. Quand il y a 1 million d'euros d'un côté, il y a 1 300 000 € de l'autre. Oui, sauf et ça qu'on se parle chiffre en milliards. Voilà. Mais vous m'avez demandé de ne pas donner de chiffres, je n'en donne pas. Je donne simplement le pourcentage. Je ne vous ai pas demandé 30%. ça. Et c'est géré, c'est ça qui est merveilleux, par les représentants des forces sociales. Vous avez les syndicats ouvriers d'un côté et les syndicats patronaux de l'autre.
Et aujourd'hui, ce sont les représentants essentiellement de la CFDT qui sont les représentants ouvriers. Et en face, vous avez l'ex-MEDEF, les patrons et les ouvriers, et qui gèrent ça de façon paritaire. Et il y a quelque chose d'assez ahurissant, parce qu'on nous parle des quelques millions d'euros de déficit. Sur un budget d'1 500 000 milliards, bon... 1 500 000 milliards. Je vous avais dit que je ne vous donnerais pas de chiffres. On a un peu de mal à imaginer, donc c'est comme si vous ne nous aviez rien dit. On dirait rien. C'est un peu trop pour nos goûts, personnellement. C'est dérisoire en termes du volume géré. Mais par contre, l'important, c'est que le budget de l'État est décidé, voté, et il n'existe pas une dépense qui ne soit abondée par une ressource. C'est impossible, c'est illégal. Dans la sécurité sociale, qui est-ce qui me dit combien il y aura de grippés demain ? Combien y aura-t-il de cancéreux? Combien y aura-t-il de malades à opérer? Je n'en sais rien. Et malgré ça, il n'y a que ce trou, mais c'est quasiment miraculeux. Donc en fait, vous remettez les choses à l'échelle et vous dites, dans ce degré d'incertitude, le déficit de la sécurité sociale est finalement synonyme de bonne gestion. On peut faire mieux, sûrement, on peut faire mieux. On peut mieux gérer les hôpitaux, on peut mieux gérer les dépenses. Il y a des économies partielles à faire et à multiplier partout, et grain de sable par grain de sable, on peut faire beaucoup mieux. Mais je voudrais souligner le côté incertain, nécessairement incertain, des dépenses. Ici, on ne peut pas calculer les dépenses en fonction des ressources. D'autant que, vient s'inférer là-dessus, les ressources sont basées sur les cotisations salariales et patronales. Mais si l'économie s'améliore et qu'on a 3 millions de chômeurs en moins, on a 3 millions de cotisants en plus. Oui, bien sûr. Et ça, on ne le gère pas non plus. C'est-à-dire qu'on ne gère pas les dépenses, combien il y aura de malades, on ne gère pas les entrées, quel va être le niveau d'activité de ma société. Et on me dit, vous avez un trou. Je dis, il n'y a que ce trou-là. La preuve de l'existence de Dieu. S'il n'y en avait qu'une, je la verrais là. Mais cette situation est quand même très sérieuse. Alors quel avenir pour un système qui est en perpétuel déficit comme la sécurité sociale? Même si le déficit est à relativiser. Il est à relativiser, mais il est inacceptable et notre société ne peut pas continuer comme ça. Ce qui me fait dire que le premier objectif, c'est de maintenir ce système qui, sur le plan social, sur le plan philosophique, sur le plan humain, est une merveille. Sur le plan technique, il est moins bien. Donc il faut l'améliorer sur le plan technique pour pouvoir le maintenir. L'améliorer, ça signifie améliorer les rentrées, et pour ça jouer sur les ressources, et donc sur le niveau de vie, le niveau de notre économie, jouer sur les dépenses en prenant en charge mieux, moins cher et de façon plus efficace. Donc il y a des progrès sur l'ensemble de la gestion. Là, il y a vraiment une vision holistique du problème, global. On ne va pas s'amuser à ne pouvoir jouer que sur un point. Il faut vraiment une vision globale. Primo et est-ce que nous voulons continuer à vivre ensemble? Et il faut appliquer les principes de la santé publique à la gestion de la sécurité sociale, en quelque sorte. J'allais dire plus que ça, les principes de la République. Le troisième mot que vous citiez tout à l'heure, la solidarité, qu'on appelle maintenant solidarité, qui était la fraternité, est-ce qu'on veut la conserver? Est-ce que notre République veut cela? Je crois qu'on le souhaite. Mais je pense qu'il est bon qu'on se pose la question et qu'on réponde oui. À partir de ce moment-là, la deuxième chose, comment fait-on? Et à partir de ce moment-là, on aura, plutôt que d'avoir cette conception que nous avons généralement, d'être un peu assisté dans ce système-là. C'est pas grave, pourquoi je suis à la Sécu? Eh bien non, qu'il y ait une conception de la part du décideur de dépenses, comme de la part de celui qui demande du soin, une conception globale. Et je participe à un groupe, est-ce que j'ai envie d'y participer? Et est-ce que je veux amener ma pierre au moulin? Alors en regard, nos décideurs se doivent de nous montrer l'exemple en gérant mieux l'argent considérable qui est à leur disposition pour cette action qui me semble être rigoureusement indispensable, et sur le plan sanitaire et sur le plan social. Ok, en plein cœur de la santé publique. Alors, est-ce qu'il y a des solutions, Simone Di Nicola, à imaginer avec les systèmes de protection complémentaires, par exemple? Les solutions, c'est difficile. Dire. Ce qu'on aimerait, peut-être, c'est être associé un peu plus lorsqu'il y a des décisions qui sont prises. Récemment, on a vu qu'il y avait donc des médicaments qui avaient un service médical rendu qui étaient moins remboursés. Bon, si la haute autorité indique que ces médicaments n'ont pas de service rendu efficace, à ce moment-là, autant ne pas les rembourser du tout, plutôt que laisser une part à charge aux mutuelles. Donc, on aimerait peut-être être associé davantage aux décisions qui sont prises, puisqu'après, ce sont des dépenses qui arrivent sans que nous ayons de concertation, et nous devons adapter après nos cotisations justement à ces mesures qui sont prises.
Ok, alors peut-être pour conclure, un mot sur la solidarité. Est-ce que ça a encore sa place, Pierre Lecause, en santé publique? Je voudrais revenir peut-être 2 secondes sur cette première définition de la santé qu'avait donnée l'Organisation mondiale. Bien-être physique, mental, social. Et donc c'est une vision un petit peu utopique, mais en même temps qui a l'intérêt de nous rappeler que la santé ne se réduit pas non plus à sa dimension corporelle et purement organique et nourricière, mais qu'elle comporte aussi une sorte de joie à vivre ensemble. Et sans la solidarité, on ne peut pas arriver à cette santé, à cet état de bien-être. Et on ne peut même pas imaginer une société fondée sur des droits, là où on ne se reconnaît pas de devoirs. Je citais tout à l'heure le cas de la greffe. Quel sens y a-t-il à dire qu'on a droit de disposer d'un organe et d'une greffe si personne, par ailleurs, ne se reconnaît le devoir de donner ses organes s'il est en état de mort encéphalique? Donc il faut qu'on développe, je crois, un sens plus aigu qu'à l'heure actuelle de notre interdépendance. On ne peut pas avoir une vision trop étroitement économiste du déficit de la sécurité sociale, car il faudrait avoir une vision plus panoramique et voir comment tous ces frais engagés dans la santé ont aussi des contreparties dans le domaine de l'immobilier, de l'alimentation, et c'est vraiment plus complexe. Donc c'est une vision plus globale. Voilà, c'est ça. Hein, et cette solidarité, par conséquent, est au cœur de la santé publique. Eh bien, voilà le mot de la fin. Pierre Lecause, merci. Merci à vous tous. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau débat de questions d'éthique. À bientôt sur APHM Télévision.